Merci d'être sur ce panel de Regards croisés France-Québec. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de notre démarche en entrepreneuriat, mais aussi de comment ça se passe pendant la pandémie en tant qu'entrepreneur. Je vais laisser la parole aux panélistes. Chacune, à tour de rôle, vont vous présenter leur parcours, leur entreprise, puis ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec des questions bien ciblées. Laetitia, je vais te demander de commencer, s'il te plaît. Merci Jessica. Donc, je m'appelle Laetitia Lefiguro, je suis consultante en e-commerce et en communication digitale. Je suis basée à Nantes, en France. J'exerce depuis 6 ans en tant qu'indépendante et j'accompagne donc des entreprises qui souhaitent se lancer dans le e-commerce ou qui souhaitent faire une refonte de leur site e-commerce. Et je joue un rôle de chef d'orchestre à la fois auprès des équipes en interne, mais aussi auprès des différents prestataires externes impliqués dans ces projets. Merci beaucoup. Valérie, ce serait à toi de te présenter, s'il te plaît. Donc, bonjour, je me présente Valérie Saint-Jean de la compagnie 4 éléments. 4 éléments, c'est quoi? C'est une entreprise de gamification des espaces. Donc, on utilise tout ce qui est le jeu vidéo et le multimédia pour créer des expériences interactives, ludiques. Donc, je suis une entrepreneur, je suis à ma 2e entreprise. J'ai toujours été très impliquée dans le monde des affaires et surtout en technologie. Et mon objectif est d'inciter d'autres femmes à se lancer dans des domaines technologiques comme moi. Voilà. Merci Valérie. Axel. Axel, oui, parfait. Oui, je vais dire ton micro est fermé. Merci Jessica. Donc, je m'appelle Axel, je suis bretonne, je vis à Nantes depuis 2 ans. Et aujourd'hui, moi, je suis consultante et experte en marketing digital. Et j'accompagne les entreprises à définir leur stratégie, définir les bons leviers d'acquisition pour construire une croissance pérenne et durable. Donc aujourd'hui, dans un contexte où on sait tous la digitalisation c'est plus qu'accéléré, je pense que le rôle de consultante est clé pour accompagner toutes ces entreprises qui sont encore sur le bas côté et qui ont besoin d'être accompagnées. Et une devise en fait que j'aime bien mettre en avant, c'est Done is better than perfect, parce que je suis convaincue qu'il faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, mais au contraire, parfois il faut se lancer et puis prendre des risques. Merci beaucoup. Tu me parles de perfection, puis moi, ça m'allume une cloche, en fait, parce que je me dis, avec la situation qu'on vit actuellement, la COVID et puis la pandémie, est-ce que tout ça vous a fait réfléchir à comment agir si votre entreprise devait atteindre un certain niveau de perfection ou vous avez décidé de laisser le cours de l'histoire faire son cours, disons-le comme ça? Je me permets de répondre. Me concernant, en fait, je me suis lancée pendant le Covid. Donc, je me suis lancée en mars suite à une opportunité. Et effectivement, je te rejoins sur le côté perfectionnisme. J'ai aussi ce côté ou je dirais ce défaut de vouloir faire les choses à fond et à 200%. Et dans cette période-là, c'était pas possible. Donc, de devoir gérer une vie de famille, gérer une nouvelle entreprise que je lançais, qui était pour moi une première expérience. Donc, il a fallu faire preuve déjà de gestion des priorités et de laisser ce côté perfection de côté pour pouvoir me concentrer sur le principal, sur le plus urgent, le plus important. Et en fait, j'ai énormément appris. Effectivement, tout ne peut pas être parfait et c'est pour ça que la devise Done is better than perfect, c'est vraiment aujourd'hui ce que je ressens et ce que je m'efforce à faire en me disant fais, lance-toi, ose et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et j'ai effectivement constaté que j'ai énormément gagné en efficacité en fonctionnant comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter comment vit cette période-ci? Moi, je peux me lancer. En fait, je pense que dans une période comme la pandémie, puis je dirais la pandémie, mais je pense que c'est juste qu'on le remarque un peu plus, c'est cette capacité-là d'adaptation et de résilience. Je pense qu'il faut beaucoup travailler. Donc, tu sais, il faut être résilient, il faut être opportuniste aussi. Il y a plein d'opportunités dans une pandémie ou dans une situation comme ça. Puis je pense qu'il faut savoir les saisir, puis voir comment on peut
pas altérer, mais peut-être adapter notre modèle d'affaires pour répondre à ce nouveau besoin-là, parce qu'il y a des nouveaux besoins qui se sont créés aussi avec la pandémie. Puis, mais, avant que Laetitia, tu dises ton point, peut-être j'ai une question à te poser, Valérie. Quels sont, d'après toi, les nouveaux besoins dans ton domaine? Bien, cette capacité-là, cette volonté-là de se connecter avec les autres est de plus en plus présente, ce que je remarque, parce que les gens sont isolés, ont été beaucoup isolés, et ils ont besoin de sentir qu'ils sont encore plus près des autres personnes. Donc, il faut créer des expériences où on peut les connecter, même si c'est les connecter à distance, ou de créer des expériences qui sont connectées sur le terrain en gardant toute cette distance-là sociale, mais de les amener aussi à sortir de leur quotidien puis à s'amuser. Donc, je pense qu'on le voit plus que jamais, ce besoin-là, de pouvoir décrocher, de pouvoir s'amuser, de pouvoir se connecter avec les autres aussi. Merci Valérie. Laetitia, peux-tu nous parler, s'il te plaît, de toi, comment tu le vis là, personnellement, la COVID puis la pandémie? Alors, je crois que finalement, la Covid, elle nous a sortis de nos zones de confort, enfin toutes nos zones de confort, c'est-à-dire personnelles, parfois nos zones de confort même de santé. Heureusement, pour ma part, ça n'a pas été le cas, mais il y a eu aussi ça. Nos zones de confort, évidemment, professionnelles, nos zones de confort familiales. Donc, on a été obligés, pour rebondir sur ta première question, de toute façon, d'accepter que les choses allaient être imparfaites parce qu'on ne les maîtrisait plus, parce qu'il y avait des choses qui ressemblent à rien de ce qu'on avait connu, et parce qu'effectivement, si on voulait arriver à maîtriser comme dans un temps de vie normal nos vies professionnelles, familiales, affectives, voire effectivement de santé, c'était impossible. Donc moi, j'ai vraiment eu ce sentiment que on a beaucoup de certitudes qui ont été bousculées. Je rejoins complètement Valérie, c'est effectivement une période où l'adaptation est essentielle et où on se rend compte que finalement, on s'en sort pas si mal. Alors, ça suppose effectivement, c'est pas facile tous les jours, mais moi, pour prendre un exemple concret professionnel, j'ai démarré un nouveau projet de refonte de site qui devait durer 6 mois avec 2 mois d'atelier de création, avec des gens qui devaient brainstormer ensemble autour d'une table, etc. On a démarré ce projet le 1er mars et on a été confinés le 15. On n'a même pas eu le temps de faire un premier atelier. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et la marque m'a dit, mais moi, j'ai encore plus besoin de ce projet que d'habitude parce qu'effectivement, le digital était encore plus présent, le réseau de boutiques avait fermé. Et on a fait 100% du projet en confinement. Donc, on s'est rencontrés quand c'était fini. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné parce qu'il y avait de l'envie, il y avait de l'énergie, parce qu'on avait les outils qui nous permettaient de le faire aussi. Et parce qu'à un moment, on s'est dit, ça va pas être parfait et ça va pas être comme d'habitude, mais on va essayer de sortir quelque chose. Et quelque chose est sorti. Et je crois que c'est une très bonne leçon. Après, effectivement, il y a plein de petites choses qui se font de travers. Mais je crois que s'il doit y avoir un point positif, effectivement, de cette pandémie, c'est cette capacité finalement à être sorti de nos habitudes et de nos certitudes contraints et forcés. Puis, je pense que le fait justement de vivre dans cette zone, cette hors-zone de confort, ça nous amène peut-être plus à innover sur certaines choses qui nous paraissaient tellement une habitude que là, on décide peut-être d'innover dans tous les domaines pour expansionner nos qualités, puis nos aptitudes aussi, je pense. Est-ce que vous voyez ça comme ça, une période d'innovation en temps de pandémie? Oui, complètement. Enfin, je te rejoins sur l'innovation, mais dans tous les domaines, à la fois sur le perso, à la fois sur le pro. Sur la vie perso, on s'est tous retrouvés en famille à devoir travailler, à devoir faire travailler nos enfants. Moi, personnellement, je n'avais jamais fait travailler mes enfants. Il a fallu justement devenir maîtresse, devenir chef d'entreprise, rester mettre à bord dans son foyer. Donc, on a innové sur plein de plans, sur l'organisation. On a réorganisé la famille. On a innové professionnellement sur la relation avec le client. Moi, j'avais un des clients que je voulais rencontrer en physique. Finalement, non, tout s'est fait en virtuel. Et au final, ce que dit Laetitia, c'est qu'à partir du moment où la relation
il y a la confiance qui se crée dans la relation. Je pense qu'effectivement, le virtuel peut fonctionner. Après, selon les gens, selon les envies, il faudra aussi doser le virtuel et le physique. Mais il a fallu innover pour moi sur tous les plans et socialement dans nos relations également, des nouveaux moyens de communication. Enfin, on était déjà très connectés, mais ça, les relations se sont encore plus renforcées via des house parties, via des apéros virtuels, qui ont continué malgré que le confinement soit terminé. Nous, on a instauré des choses avec des amis qu'on ne voit pas souvent. On a continué ces house parties parce qu'au final, on a trouvé ça chouette plutôt que d'attendre un an avant de se revoir physiquement. Donc ça a été, il y a des bonnes choses qui sont sorties et là clairement la créativité et l'innovation, elle a été dans la difficulté, on est obligé d'innover et de créer de nouvelles choses. Et on le perçoit en France où là nous on vient d'être reconfinés, donc et pour donner un exemple concret, lors de la première pandémie, bon voilà, ça a été un coup d'arrêt très très fort pour l'économie, bah, surtout que vraiment tout était fermé quasiment. Et il y avait un certain nombre d'entreprises, on a constaté qu'effectivement, bah, notamment dans le secteur des PME, des commerçants, etc., il y avait quand même un retard dans le numérique, alors qui est peut-être différent au Canada, mais en tout cas en France, c'est vrai que c'est encore assez balbutiant. Voilà. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas réussi forcément à prendre ce virage-là, mais qui ont commencé à maturer par rapport à ça. Et puis finalement, là, avec le deuxième confinement, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite entre les deux et que finalement, cette innovation à laquelle ils n'étaient pas sensibles, parce que quelque part, ça fonctionnait sans. Donc là aussi, bon, bah, je ne sors pas de ma zone de confort. Bah, du coup, ils n'ont pas eu le choix. Donc, ils n'ont pas eu le choix une première fois. Puis quand la deuxième elle arrive, ils disent, bon, bah là, vraiment, là, je vais m'y mettre. Et du coup, sur des solutions assez faciles de click and collect ou d'utilisation des réseaux sociaux ou de choses comme ça, et ben en fait, voilà, on se rend compte que cette innovation, elle arrive à se faire, tout comme l'innovation dans les façons de travailler. Là aussi, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, on a constaté qu'il y avait pas mal de PME chez qui le télétravail, c'était encore un truc, c'était un ovni. C'était pas du tout, ça c'est pas dans la culture, dans les mœurs, contrairement aux startups ou à un certain nombre d'entreprises. Et là, avec le deuxième confinement, là, il y en a pour qui c'est toujours très très dur, mais il y en a quand même pour qui c'est devenu plus facile, mais, enfin, parce qu'ils n'avaient plus trop le choix. Et voilà, donc parfois l'innovation forcée, ben, on se rend compte aussi là, avec ces 6 mois de recul, qu'il y a une forme de maturation et qu'il y a de la place pour l'innovation, parfois pas, mais aussi par la stratégie des petits pas. Si je peux ajouter, tu sais, au niveau de l'innovation, moi, j'ai trouvé, c'était, comme tu disais tout à l'heure, Axélie, c'est aussi dans les façons de faire. Tu sais, je pense qu'on a dû innover non seulement dans nos entreprises, mais dans nos façons de faire avec nos employés, hein, parce qu'ils font du télétravail, parce qu'ils ont des familles, parce que, bon, et donc, on a dû trouver des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de communiquer avec les membres de l'équipe, des nouvelles façons de faire des brainstorming, des remis-ménages avec nos clients aussi, hein, qui est plus difficile pour l'attention avec un grand groupe. Donc, on a dû trouver des façons innovantes de gérer ces nouvelles choses-là. Donc, je pense que ça nous a amené vraiment à se pousser et à sortir de nos zones de confort. Pour ma part, tu sais, c'était vraiment une grosse période aussi d'adaptation, de me dire à chaque fois, bon, OK, c'est correct, on a fait un plan de vol, mais c'est normal qu'on doit adapter le plan de vol la semaine prochaine, demain, après-demain, et puis de vraiment travailler sur cette adaptation-là à tous les jours. Donc, dire, OK, on a un plan de match, on a un plan de vol, mais c'est correct de l'adapter au fur et à mesure aussi. Ça fait partie de l'innovation. C'était ça pour nous beaucoup dans les derniers mois. Mais Valérie, est-ce que tu penses que, puis je pose la question à tout le monde en fait, est-ce que vous pensez que cette période d'adaptation-là peut mener à un certain épuisement à la longue? Parce qu'on le sait, quand on s'adapte, notre corps, notre esprit, nos entreprises, nos employés, on doit leur donner une période d'adaptation, mais à un moment donné, notre corps n'est pas habitué d'être tout le temps en adaptation, il a besoin de se reposer. Est-ce que vous croyez qu'à long terme, parce que là, on vit, ça fait 8 mois qu'on vit en adaptation, à long terme, qu'est-ce que ça va créer pour vous, d'après vous?
Ben, écoute, moi, je peux y aller parce que pour moi, c'était vraiment. En plus, j'ai eu un gros dégât d'eau chez moi, tu sais, dans cette période-là. Alors, je m'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose, sinon, puis je vais être bien transparente, là. Je me dis, sinon, je vais aller en burn-out, c'est pas plus compliqué, là. Donc, j'ai commencé la course parce que c'était un peu la seule chose qui était disponible, qui était permise. Je pense que pour moi, c'était de dire, OK, je vais mettre en priorité ma santé mentale, ma santé physique, la santé mentale de ma famille, parce que aussi, veut pas, on est un entrepreneur, mais en tout cas, pour moi, je suis aussi maman. Puis pour moi, c'est pas les rôles, ils se chevauchent, qu'on le veuille ou pas. Hein. Moi, je m'en ai rendu compte beaucoup, surtout pendant la pandémie. J'ai travaillé fort à ce 51-49-là, qui est je peux aimer les autres, mais je vais m'aimer 1% de plus. Alors, je vais toujours choisir ma santé mentale, ma santé physique avant n'importe quoi d'autre. Et ça m'a permis vraiment d'assurer non seulement la survie de mon entreprise, mais de retourner, en tout cas, là, on semble, pour l'entreprise, atteindre un autre niveau. Je dis que la bataille n'est pas gagnée. Il faut continuer à prendre soin de soi, santé mentale et physique, parce que c'est fragile. On côtoie moins de gens, donc forcément, il faut en prendre soin de notre côté nous-mêmes. Une prise de conscience aussi de nos vulnérabilités, c'est-à-dire qu'on se croyait invincible et puis en fait on l'est pas. Alors on sait se défendre, enfin je parle à un niveau humanité, mais voilà, on se rend compte que finalement on peut tomber vite. Moi j'ai eu quand même des gens dans mon entourage effectivement alors qui ont été touchés par la Covid et qui voilà pendant 15 jours, 3 semaines ont été un peu hors circuit parce qu'ils ont été quand même assez durement touchés. Donc on se rend compte que oui, voilà, ça peut arriver. Et du coup, pour rebondir sur cette notion d'épuisement, je crois que oui, il faut vraiment que ça nous interpelle aussi, et aussi dans nos pratiques digitales, parce que là, on consomme beaucoup de digital, parce qu'on on n'a pas trop le choix. Et parfois, on se dit aussi, voilà, on en parlait justement avec l'association des Women at Nantes il y a 2 jours, où on se demandait comment on allait relayer nos événements qui sont d'habitude en physique et qui là ne seront plus en physique. Donc, on va en faire une partie en digital, mais on s'est dit aussi, attention à ne pas en faire trop, parce que typiquement, les apéros Zoom qu'on faisait tous sur le premier confinement, alors on va continuer à en faire, mais on va peut-être pas en faire 5 par semaine, on va peut-être en faire que 2, parce qu'on a aussi beaucoup besoin de déconnexion, et que ça crée une dépendance qui est à la fois essentielle, mais voilà, dont il ne faut pas trop abuser. Et je pense que ça nous aide à prendre conscience de ça aussi. Laetitia, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Axel, je voulais rebondir effectivement sur ce que disait Laetitia sur l'exposition aux écrans, où moi, j'en avais pas conscience avant ce fameux confinement. Et volontairement, je me suis mis la limite des écrans pour voir le nombre d'heures que je passais sur mon téléphone. Et je m'étais capée à 3 heures par jour. Et je dois demander à mon téléphone à chaque fois au bout de 3 heures, est-ce que de pouvoir utiliser à nouveau mon application. Et là, j'en ai pris vraiment conscience. Et en fait, le temps que je passe à la fois sur le PC, à la fois sur le téléphone, et je vois qu'il y a un vrai impact, on parlait de créativité tout à l'heure, mais un vrai impact sur la concentration et la créativité. Parce que clairement, et je vois qu'il y a, en fin de journée, il y a une saturation qui s'opère et j'ai vraiment besoin de sortir et d'évacuer beaucoup plus qu'avant. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ces temps de pause où on est au bureau, on va discuter, brainstormer, sans écran, sans rien, juste avec un papier, un crayon, un paperboard. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, ce côté exposition, et ça peut créer des dommages collatéraux. Donc là, je te rejoins aussi, Valérie, dans le sens où moi, j'ai trouvé vraiment de l'aide dans le sport. Le running, effectivement, je me suis remis à courir, et sur la méditation. Je méditais 2 fois par semaine, en visio, en Zoom, mais bon, pour le coup, on était un groupe.
mais on se faisait des séances de méditation et ça m'a fait énormément de bien pour justement me recentrer, et ça, c'est des tips en fait que j'ai gardés, que je garde à post-confinement parce que j'ai trouvé des choses qui me font du bien et qui me permettent aussi d'évacuer toutes ces tensions. Et il y a un point aussi peut-être que je peux le rajouter, c'est j'ai compris pour ce deuxième épisode, c'est l'acceptation. Parce que j'étais moi très en colère rapidement. Dès qu'il y a eu des annonces de confinement, j'ai été rapidement en colère, révoltée. Et c'est vrai que ça m'a épuisée aussi parce que au lieu d'accepter, comme certains, contrairement à mon conjoint ou à d'autres proches, eux, ils acceptaient en disant on verra, carpe diem, on verra ce qui se passera, on est maître de rien. Moi, j'étais justement dans le rejet. Et j'ai fini par comprendre, en fait, en me documentant un petit peu, qu'effectivement, l'acceptation. Oh, ça l'a coupé. Ouais, Axel, on t'entend plus. En tout cas, moi, je t'entends plus de mon côté. non. Moi non plus. Moi non plus. Comment? On Ah, t'entendait plus, malheureusement. Ah, pardon, excusez-moi. Il n'y a aucun Et problème. donc, je disais qu'effectivement, les phases de l'acceptation sont sont différentes selon les individus et la durée va dépendre, en fait, de chacun. Et moi, pour le coup, c'était la colère. Donc, une fois que j'ai compris ça en analysant, maintenant, je sais qu'il faut que je la laisse passer, que je ne m'oppose pas à cette phase qui est inéluctable pour ma part. Et qu'une fois qu'elle est passée, bah, je suis dans l'acceptation et tout se passe beaucoup mieux. Je suis sereine et puis j'accepte de changer, quoi. Donc, c'est un point important, un conseil que je donne de ne pas s'y opposer, quoi. Si j'en comprends bien, pour avoir un équilibre de vie, puis pour vivre tranquillement, on va dire tranquillement entre guillemets, de cette pandémie-là, c'est de se trouver des activités pour prendre soin de soi, puis aussi d'avoir un certain recul face aux technologies puis au numérique pour justement avoir un équilibre. C'est ça. Euh, moi j'ai envie de vous demander peut-être qu'est-ce que ça l'a amené, le fait qu'il y ait un ralentissement peut-être de l'économie, puis peut-être certains contrats qui ont été annulés autour de vous pour votre entreprise, qu'est-ce que ça l'a créé autant dans votre entreprise que personnellement pour vous? Ben, je peux peut-être commencer. Pour ma part, ça m'a permis vraiment de faire un temps d'arrêt. Écoute, comme tu sais bien, Jessica, l'entreprise, elle a pris un envol rapidement de mon côté. Et je veux dire, tout allait tellement, très vite que j'avais vraiment pas le temps de prendre un pas de recul puis de vraiment voir mon entreprise où je la voulais, où je me voyais aussi comme entrepreneur, où je voyais mon équipe, où je voyais la suite des choses. Donc, c'était pour moi une belle façon de rééquilibrer les choses. C'était une belle façon pour moi de prendre un beau pas de recul, puis de vraiment plus me questionner sur l'avenir de mon entreprise, comment je la voyais à long terme et tout. Donc, c'était pour moi très bénéfique et même que ça nous a permis de retravailler toute l'image de marque qui va sortir bientôt et tout. Donc, on a pu faire des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire autrement, tu sais. Donc, les processus, les procédures, l'image de marque, renforcer les liens entre les membres de l'équipe, développer des nouvelles idées de projet. Donc, ça nous a vraiment permis de prendre un beau pas de recul, je trouve aussi. Puis, au niveau personnel, mais d'avoir peut-être une meilleure équilibre aussi dans ma vie familiale. C'était, somme toute, pour moi, positif, je trouve, au bout du compte, rétrospectivement, je vais dire. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que d'ici peut-être 3 ans, on ne souhaite pas une autre pandémie, mais d'ici 3 ans, tu pourrais prendre peut-être un mois de retour avec toi-même, avec ta famille, un feedback avec ton entreprise pour justement ralentir le mode de vie qui est comme tout le temps effréné? Ben, je pourrais dire que c'est quelque chose que oui, effectivement, je vais garder. De prendre, pour ceux qui me connaissent avant, je n'étais pas quelqu'un qui prenait vraiment des vacances. Fait que ça m'a vraiment, c'est quelque chose que je vais mettre dans mon mode de vie, ça c'est certain. Puis je réalise les bienfaits aussi, autant pour mon entreprise que personnel, de prendre ce pas de recul-là qui est nécessaire.
Toi, Laetitia, comment tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a eu des contrats qui ont été annulés, des entreprises qui ont juste fermé autour de toi? Alors, moi, j'ai eu la chance d'être voilà, plutôt sur des projets qui ne se sont pas arrêtés. Mais par contre, avec des entreprises qui sont retrouvées en difficulté, parce que c'est vrai que les clients que j'avais à ce moment-là étaient tous des clients qui avaient un réseau de boutiques plus ou moins grand, mais bon, évidemment, y avait un impact direct pour eux. Ça a eu un effet en même temps accélérateur sur le digital, donc je dirais que sur ma partie, ça m'a pas concerné trop directement. En revanche, pour l'avoir vu effectivement sur des personnes qui travaillaient autour de moi, ce que j'ai constaté quand même, notamment j'ai pas mal de personnes qui travaillent dans le secteur de l'événementiel autour de moi, et un secteur qui est aujourd'hui très durement touché, et probablement durablement, plus que effectivement certains secteurs comme le commerce où bon c'est un peu systémique, mais au moment où, enfin je veux dire quand on se déconfine, normalement ça repart. Euh, et ces gens-là, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient une vraie remise en question aussi du sens qu'ils donnaient à ce qu'ils faisaient. Et je pense que c'est aussi une des leçons de cette pandémie, c'est qu'en fait, on se dit, bon, finalement, j'ai couru pendant X temps pour faire un événement ou je ne sais quoi. Et finalement, bah, si demain, là, ça s'arrête, j'ai pas le choix. Et finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire et c'est quoi le sens que je donne à tout ça? Et aussi parce qu'on s'est rendu compte ça a remis en avant aussi des besoins essentiels, bah, voilà, sur ce qu'on appelle le care, mais aussi le fait de prendre soin de ceux qui nous entourent, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à comment on vit, comment on se nourrit, etc. Et alors, je ne veux pas tomber dans un cliché, c'est-à-dire que tous les gens qui font l'événementiel vont pas se mettre à élever des chèvres dans une ferme, et voilà. Mais il y a en tout cas une forme de prise de conscience que j'ai trouvé intéressante. Et pour rebondir aussi sur ta question sur l'économie, moi, ce que j'ai constaté aussi, vraiment très localement, c'est qu'il y a eu des initiatives locales qui ont fleuri, je dirais, mais très spontanément, qui n'auraient jamais eu lieu finalement autrement, qui sont notamment pour les restaurateurs. Il y a une personne à Nantes qui a, le jour du confinement, du premier confinement, qui a créé un groupe Facebook qui a dit, bon ben voilà, les restaurateurs, là, ils se retrouvent tous avec des stocks sur les bras. Je fais un fichier Excel sur Google Sheet et vous allez tous mettre vos stocks. Et elle a partagé ça et les gens, bah, voilà, il y a eu l'effet de viralité très positif. Et du coup, bah, des gens qui étaient économiquement extrêmement touchés parce qu'ils se retrouvaient à devoir fermer leur entreprise du jour au lendemain. Alors, je ne veux pas dire que ça les a sauvés, mais en tout cas, il y a eu ce rebond-là et c'était très simple à mettre en place. Il n'y avait pas besoin de 6 mois de projet pour mettre effectivement ces stocks sur un tableau Excel. Ça a fonctionné et ça a créé aussi du lien qui a perduré pendant tout le confinement et qui perdure pendant le deuxième confinement. Donc ça, c'est voilà, ça prouve aussi que même dans une période de rétractation de l'économie, il peut y avoir des initiatives qui donnent des petits rebonds comme ça et qui permettent quelque part de s'en sortir, même si il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui continuent à vivre des situations très compliquées. Axel, est-ce que tu voulais dire un point sur ça? Moi, me concernant, il y a eu, comme je me suis lancée pendant le confinement, effectivement, la difficulté a été une opportunité pour lancer mon business, puisque j'accompagne en fait les entreprises à développer leur stratégie digitale. Mais au premier abord, j'ai eu une réelle angoisse en me disant c'est pas le bon moment parce que j'avais pas de recul, en me disant c'est pas du tout le bon moment pour me lancer, jamais j'obtiendrai des clients. Et effectivement, bah, les premiers clients sont arrivés parce qu'ils avaient besoin d'être accompagnés sur comment on va faire. On n'a pas de stratégie, on ne sait pas communiquer sur les réseaux sociaux. On s'est toujours dit que les réseaux sociaux c'était pas pour nous, que nos clients ne sont pas sur les réseaux sociaux. Bah, si aujourd'hui ils sont tous sur les réseaux sociaux, donc on doit y aller, quoi. Donc ça a été une prise de conscience en fait de leur côté qui moi m'a ouvert des boulevards. Donc effectivement, je rejoins où effectivement la difficulté peut ouvrir des opportunités et créer des opportunités pour certains. Après effectivement tout ce qui a fleuri, même dans la santé, moi la solidarité, ça m'a vraiment marqué dans cette période-là parce que je trouvais, et c'était des réflexions qui étaient sous-jacentes en me disant maintenant on est complètement individualiste, on est scotché sur nos téléphones, sur nos propres réseaux sociaux. Je regardais les ados, ça me faisait vraiment peur le miroir qui nous renvoyait, mais en fait on renvoie le même miroir à nos enfants, on rentre le soir, on est sur nos téléphones en regardant nos mails.
Et quand j'ai vu en fait cette solidarité qui s'est effectivement ouverte pendant ce confinement, l'entraide entre voisins, les voisins qui étaient pas bien, qui pouvaient pas sortir parce que ou des femmes isolées qui pouvaient pas aller faire leurs courses, donc on y allait, les coups de pouce. J'ai trouvé ça vraiment beau quoi. Et les applaudissements aux soignants, enfin, je sais pas si c'était aussi ça au Canada. Tous les soirs à 20h, on applaudissait les soignants. Je trouvais, ça m'a beaucoup touchée et je trouve que c'est des choses en fait ouais, on remet l'église au milieu du village en disant bah ouais, en fait, on a des vraies valeurs quoi, qui font partie de nous et qui malgré tout dans la difficulté bah, transpirent et c'est chouette de le voir. C'est drôle que tu parles de solidarité parce que c'était ma prochaine question que je voulais vous poser, ma dernière. Je voulais savoir si justement la pandémie avait créé un mouvement beaucoup plus solidaire ou au contraire, vous voyez plus que les gens vivaient pour eux-mêmes et leurs difficultés et se refermaient sur leur propre cocon. Ben là, Axel, j'ai compris, toi, comment tu le vois. Puis je pense que ici au Canada, j'ai vu des mouvements de solidarité, mais j'ai vu aussi le contraire. Donc, je ne sais pas si toi, Laetitia, tu le vois exactement comme Axel, Valérie non plus. Je ne sais pas comment vous le voyez, ce moment de Après, spécial qui nous je arrive distinguerais tous. juste, il y a la période confinement, et entre le confinement, il y a une autre période qui était assez critique, dans le sens où bah, tout le monde voulait ressortir, tout le monde voulait reprofiter de la vie, avec cette anxiété de se dire potentiellement je peux être contaminé, quoi. Donc il y a le port du masque qui était obligatoire dans les lieux publics, et il y a quand même une vraie distanciation, à contrario, qui se crée entre les gens et qui est pas dans notre culture. On est latin, on s'embrasse, on se prend dans les bras, au bar, on est tous collés. Plus on est collés, mieux on se sent. Et là, clairement, il y a une distanciation, mais que ce soit dans le réseau familial, dans le réseau pro, dans le réseau d'amis, qui parfois est difficile à gérer, et même cette peur de l'autre maintenant. Les gens dans la rue, moi pendant un certain temps, je courais, les gens changeaient de trottoir, quoi, parce que j'avais pas de masque, donc ils changeaient de trottoir de peur que je les contamine. J'avais juste, enfin, et ça me rendait vraiment très mal à l'aise parce que je me disais, mais dans quel monde on est en train de vivre si les gens ne peuvent plus passer sur le même trottoir sans accepter de croiser quelqu'un, quoi. Ou les gens dans les supermarchés, surtout si tu as touché quelque chose, ils vont surtout pas le toucher ou se mettre 3 fois du gel de peur d'être contaminé. Donc il y a le côté solidaire pendant cette période de confinement qui avait fait. Mais effectivement, dans cette période entre les deux confinements, là, il y a eu effectivement, j'ai remarqué aussi beaucoup de choses où les gens sont devenus très craintifs et très méfiants d'autrui. Je crois qu'il y a à la fois cette notion de solidarité dont tu parlais, Axel, et on l'a vu, je pense, dans plein d'initiatives autour de nous, que ce soit voilà, dans nos réseaux professionnels, dans notre réseau amical ou de voisinage. Et puis, il y a aussi quand même, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une notion de survie. C'est-à-dire que tout d'un coup, parce qu'on s'est senti vulnérable, euh, et du coup, bah, survie égale individualisme et 100% égoïsme. C'est-à-dire que si je le schématise, je rebondis sur ce que tu disais, Axel, et c'est une expérience qui m'est arrivée hier. Je suis allée courir et j'ai une personne, donc je courais sans masque, effectivement. J'étais dans un parc, donc j'étais pas dans un stade fermé. J'ai une personne qui passait à côté de moi, qui promenait son chien, qui a tendu le bras à côté de moi pour matérialiser cette distance d'un mètre et pour être sûr qu'on était à 1 mètre. Ça m'a fait un effet glaçant parce que j'allais pas lui cracher dessus et de facto on était à 1 mètre, donc ça m'a vraiment fait un effet très étrange. Et la deuxième chose que je soulignerais pour montrer cet individualisme, c'est les gens qui sont prêts à se battre pour un paquet de pâtes au supermarché. Ah oui, J'imagine que vous l'avez vécu aussi. Moi, je suis allée faire mes courses samedi dernier, donc, enfin non, juste la veille du confinement, du deuxième confinement chez nous, où les supermarchés sont largement achalandés, il n'y a pas de problème. Enfin, eh ben non, ben ça recommence. Et les gens, on sent une forme de tension dans les rayons, comme si on était en guerre. Et ça, effectivement, alors là, pour le coup, on est vraiment sur l'anti-solidarité, mais parce que je pense qu'il y a la peur et la vulnérabilité. Et je crois que les deux cohabitent. Voilà, il faut essayer d'être plutôt plus proche du côté du solidaire que de la vulnérabilité, mais c'est pas toujours facile. Mm.
Non, je pense en plus que quand on est dans un état de survie, ben, la peur va beaucoup plus embarquer et on est non maître de nos propres émotions et Pas de nos complètement. propres actes. Donc, c'est malheureusement une des causes négatives de tout ça. Valérie, toi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ben, écoute, je suis d'accord avec vous. C'est sûr aussi, moi, je l'ai vu beaucoup dans les visions. Hein. Ici, on le sent beaucoup, des visions différentes. Certains sont vraiment contre le port du masque. D'autres sont vraiment contre les mesures que prennent le gouvernement. Alors, c'est sûr que ça divise hein, une population, on le sent. Ça divise même des amis. Ça divise aussi des entrepreneurs. Donc, ça divise tout le monde hein, parce que les visions sont tellement opposées. Donc, puis on voit ça, mais on voit aussi cette solidarité. Moi, je le vois beaucoup dans mon quartier. On est un petit quartier à Montréal où tout le monde s'entraide beaucoup. Je l'ai senti beaucoup tu sais, c'était la fête de ma fille pendant le confinement. Tout le monde est venu lui porter un petit cadeau sur la galerie. Les amis étaient à 2 mètres de distance, ils chantaient Bonne fête. Donc, tu sais, on a senti aussi que les gens voulaient quand même démontrer leur présence, puis démontrer leur amitié, leur support de façon différente. Donc, tout le monde a été innovant dans la façon de faire. Donc, je pense qu'on voit un peu des deux. T'sais, on voit cette solidarité-là, on voit les gens qui sont prêts à s'entraider, à s'écouter, puis on voit aussi une partie de la population qui est divisée pour des opinions qui sont différentes. Peut-être pour conclure cette conversation-là, qu'est-ce que vous vous souhaitez pour vous et votre entreprise dans les prochains mois? Ben, je peux y aller. En fait, moi, ce que je nous souhaite avant tout, c'est la santé. La santé pour nous, la santé autant physique que mentale. Je pense que ça part de là. La santé financière pour mon entreprise aussi. C'est ce qui va me permettre aussi de garder toute ma belle équipe en place. Alors, c'est ce que je me souhaite avec des super beaux projets. Je souhaite qu'on aura cette conversation-là peut-être de nouveau dans un an et on va se dire, hey, est-ce que vous vous rappelez de cette période? En vrai. Voilà. On va la planifier, on va la mettre déjà dans l'agenda, donc on ne Très pourra bonne plus idée. reculer après. Autour d'une bière. Axel, est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour ton entreprise puis toi-même? Moi, pour moi-même, effectivement, c'est la santé, parce que ça montre bien à quel point on peut être fragile. Et comme je te le disais, je viens de faire mon test et il est négatif. Donc, j'ai eu un espèce d'euphorie quand j'ai reçu mon test qui était négatif, en me disant, vu tout le monde vu le monde que j'aurais pu contaminer si jamais c'était l'inverse. Donc, c'était vraiment, on se dit que ça tient sur un fil. Donc, c'est la santé. Et puis, pour mon entreprise, c'est le plaisir. Prendre toujours autant de plaisir dans 6 mois, dans 12 mois. Parce qu'effectivement, j'ai une vraie source d'épanouissement à accompagner les entreprises et puis voir effectivement qu'elles puissent se développer grâce à une expertise que je leur partage. Donc ça, c'est garder ce plaisir, garder cette flamme en fait qui m'anime au quotidien. Et puis rééquilibrer peut-être mieux la vie pro et perso. C'est un point aussi sur lequel je mets une attention particulière parce que je peux vite partir sur du pro qui m'envahit un petit peu trop. J'aurais la même résolution qu'Axel, voilà, parce que c'est vrai que cette bascule entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle n'est jamais facile quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, mais elle a été, comme on a eu l'occasion de le dire, beaucoup bousculée effectivement avec la pandémie. Moi, je compléterais en disant, bah, bien sûr, la santé aussi économique, parce que voilà, on a quand même besoin de travailler et que les affaires se portent bien. Mais je retiendrai aussi quelque chose finalement qui serait peut-être une forme de conclusion de ce qu'on s'est dit de positif, c'est la bienveillance. C'est vrai que je trouve que s'il y a quelque chose au-delà de la solidarité, moi j'ai ressenti qu'il y avait une forme de tolérance plus importante entre nous, même je dirais dans les relations professionnelles. Alors parce que bah, on pouvait pas tous être organisés par exemple pour télétravailler, donc il y avait de la tolérance dans les réunions quand il y avait les enfants qui passaient, le chien qui aboyait ou je ne sais quoi, les indisponibilités des gens. Ça nous a aussi plus exposés. Et donc j'ai trouvé, enfin en tout cas moi j'ai eu la chance que globalement dans mon environnement professionnel, je constate plutôt de la bienveillance.
et de se dire, bon, bah, finalement, tout ce qui, voilà, il faut qu'on soit solidaires les uns avec les autres et bienveillants parce que si on se tape dessus, ça marchera encore moins, quoi. C'est quelque chose aussi que je ressens beaucoup grâce au réseau des Women at Nantes parce que c'est une des valeurs qui nous anime, mais qu'on essaye aussi de porter justement dans cette période de pandémie. Donc voilà, j'espère que cette bienveillance-là, elle pourra durer. C'est pas de l'angélisme, c'est pas la planète des bisounours, mais voilà, c'est de rendre juste les choses un petit peu plus douces et meilleures au quotidien. Je crois qu'on en a tous besoin et qu'on a montré dans cette période de pandémie que c'est possible. Merci à toutes les trois pour ces beaux échanges qui sont très enrichissants, puis qui nous permettent aussi de voir que c'est quand même assez similaire comment on le vit d'ici ou en France. J'espère, je vous souhaite les objectifs que vous fixez. Puis, je pense que autant Women à Nantes que Femmes Alpha ou d'autres réseaux au Canada, en France, sont toutes là pour supporter des femmes comme vous, entrepreneurs, qui veulent avoir de l'audace puis oser dans leurs projets. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes. Stéphanie, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui, ça va très bien, je te remercie. Je vais te demander de te présenter puis de présenter ton entreprise aussi, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, mon nom, c'est Stéphanie Bernadet. J'ai repris l'entreprise que mon père a fondée il y a presque une trentaine d'années maintenant, qui s'appelle Naturemania. Naturemania, c'est une entreprise qui est dédiée au plein air essentiellement. Donc, on a plusieurs marques dans l'entreprise. On a Green Trail, Black Arrow et Men of Stone qui font des produits de chasse, de pêche, de camping, de plein air en général. Et on a la marque Alizé qui fait des manteaux d'hiver, plus urbains un petit peu, mais avec les mêmes technicités qu'un manteau de plein air. Donc, ces 4 marques-là constituent, je te dirais, 95% de notre chiffre d'affaires puis notre développement. J'ai repris l'entreprise il y a 4 ans. On est une entreprise qui est dédiée aux marchands. Donc, on vend à des entreprises, on ne vend pas à des consommateurs de façon assidue. Ce n'est pas notre créneau. Par la bande, maintenant, de plus en plus, on le fait parce que chacun de nos marques, maintenant, ont leur site de commerce, leur site Internet. Donc, on transige avec le consommateur. Sur les réseaux sociaux, on fait du bruit aussi avec nos marques pour essayer de les faire connaître. Fait que notre objectif est beaucoup plus dans l'information sur les réseaux sociaux par rapport à qui on est. Puis, nos sites donnent accès aux marchands avec des codes où là, on fait de la vente principalement avec les acheteurs pour les chaînes de magasins. Ça fait, je te dirais peut-être, j'ai été les 7 premières années à travailler avec mon père quand il a lancé l'entreprise. J'ai occupé tous les postes. Il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'ai monté des boîtes dans l'entrepôt, j'ai assemblé des produits, j'ai fait des catalogues, je me suis occupée du service à la clientèle, de la facturation, de la paperasse, puis du design. Puis ça fait que j'ai touché un peu à tout. Puis, est arrivé un temps où ils disent que, bon, travailler avec la famille, c'est bon pour certains, pas bon pour d'autres. On s'est aperçu, mon père et moi, qu'on n'était peut-être pas fait tant que ça pour cohabiter de façon aussi serrée. Je suis fille unique, ce qui fait que on en arrivait à la maison, on a parlé que du travail. Ça devenait étouffant pour mon chum, pour ma mère. Même les enfants trouvaient ça lourd. Fait qu'on s'est dit, bon, peut-être que c'est peut-être pas la meilleure solution pour nous. Puis moi, j'avais envie de vivre autre chose. J'ai eu mes enfants, je voulais être à la maison, je voulais être plus présente. Fait que j'ai pris un pas de recul. J'ai refait des formations. Je suis devenue thérapeute sportive. J'ai été presque 15 ans à opérer dans le milieu des athlètes. Donc, j'ai travaillé très étroitement en relation, je dirais, puis en relation d'aide. Mais c'est l'expression qui dit on sort la fille d'entreprise, mais on ne sort pas l'entreprise de la fille. C'est ça quand même. Ça fait que je suis restée très liée, puis j'ai traité les employés ici aussi au départ, là, dans mon temps de thérapeute, ce qui fait que j'ai été très impliquée avec les gens de l'entreprise. C'est une business que j'ai vu grandir. J'ai vu mon père mettre énormément d'énergie là-dedans, puis elle a toujours été chère à mon cœur. Ça fait que quand il est arrivé en parlant de retraite, puis de potentiellement vendre l'entreprise, ben on s'est un peu assis ensemble. J'ai dit, écoute, il faut que ça reste dans la famille. Il faut continuer, il faut que les gens puissent conserver leur emploi, puis que ça aille plus loin. Puis moi, j'avais plein de projets, puis j'avais plein d'idées pour l'entreprise.
Fait qu'on s'est assis ensemble, ça n'a pas été très long, là. Ça a duré le temps d'une soirée, puis le lendemain, je suis revenue. Donc, j'ai repris les rênes de l'entreprise petit à petit. Ça fait 3 ans que je suis vraiment, je prends les décisions seule. Euh, mais c'est toujours plaisant d'avoir papa en arrière, puis de pouvoir bénéficier de son expérience. Puis quand ça devient un peu chaud, je te dirais dans les 2 dernières années avec la COVID, avec tout ce qui s'est passé, ça reste plaisant d'avoir papa en arrière, dire là, tu ferais quoi avec ça, toi? Moi, j'ai ça, puis ça, puis ça en tête, mais toi, tu irais où? Ça fait que c'est rassurant quand même de savoir que mon père est là, mais je suis extrêmement gâtée parce que j'ai une équipe fondamentalement extraordinaire. On est des amis plus que des collègues. On fait ça ensemble. C'est une entreprise de l'ampleur de la mienne, ça ne se fait pas tout seul. Moi, je suis un élément dans la chaîne avec les autres. Puis c'est un projet commun, en fait. On s'est assuré que tout le monde y prenne plaisir, puis on veut faire ça ensemble. Donc, les idées viennent d'un peu tout le monde. Les projets sont démarrés par un peu tout le monde, puis tout le monde veut mettre la main à la pâte. Ça fait qu'on a la chance, j'ai extraordinairement de chance de pouvoir compter sur cette équipe-là qui est formidable, qui est stimulante, avec qui j'ai envie d'abattre des projets. Fait que c'est quelque chose de le fun. L'entreprise, ça fait pas mal le tour, je pense. Ça a été quoi ton premier gros défi là, en entrepreneuriat, mais vraiment relatif à l'entreprise? Parce que du Oui. reprenariat, c'est tout le temps plus complexe que nécessairement bâtir sa propre entreprise de zéro parce que la vision qui était établie n'est pas nécessairement la même que toi tu as. Donc, de mixer les deux ensemble, des fois, je pense qu'il peut y avoir des difficultés. Toi, c'est quoi que tu as eu comme problématique là-dedans? Je te dirais que la première démarche pour moi, quand je suis arrivée, ça a été de m'installer dans un petit bureau au fond puis de ne pas faire de vagues. Je voulais observer comment elle fonctionnait l'entreprise, qui prenait quelle place, quel rôle était joué par qui, c'était quoi exactement les opérations d'entreprise au quotidien. Je voulais sentir son pouls. J'ai vraiment pris le temps de me mettre en mode écoute, puis d'essayer de voir les failles étaient où, les manques étaient où est-ce que ça allait bien aussi, puis qu'on voulait continuer à appuyer là-dessus. Où est-ce qu'on pouvait pousser, jusqu'où on pouvait pousser la machine pour qu'elle se dépasse. Puis, je voulais en même temps mesurer l'intérêt de chacun dans l'entreprise aussi. C'est important parce qu'un projet comme celui-là, quand tu décides de faire un virage à 180, il faut que tout le monde embarque. Si les gens n'embarquent pas, ça se fait pas, ça n'arrivera pas. Ça fait que, pour moi, c'est important d'arriver à obtenir un consensus au sein de l'équipe puis que tout le monde soit motivé par le projet. Ça fait que je te dirais que moi, mon défi au départ, ça a été de comprendre les synergies dans l'entreprise, de comprendre les forces et les faiblesses de chacun, d'aller puiser dans les forces que l'entreprise avait, puis de bâtir des nouvelles bases là-dessus. Puis une fois que ça a été fait, je te dirais que le reste s'est fait assez facilement parce que tout le monde a voulu embarquer. C'est un projet qu'on a décidé d'emmener de front, tout le monde ensemble. C'est une affaire d'équipe. C'est un travail de groupe. Ça fait que ça devient stimulant. Puis on a aussi introduit le mode agile chez nous qui n'existait pas avant, qui est un mode beaucoup plus autonome dans la façon de travailler. Moi, j'avais mon père qui donnait les ordres, puis tout le monde faisait ce que papa disait ou à peu près. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Les gens sont ici parce qu'ils ont des forces, ils ont des qualités, ils ont des compétences, ils ont un bagage qui leur permet de prendre les meilleures décisions dans chacun des scénarios. Donc, j'ai voulu miser là-dessus. Fait que moi, je suis partie complètement à l'inverse. Je dis, écoute, on se fait des petits comités, on se fait des sous-groupes, on a des bulles, mais on est en effervescence continue. Puis les gens ont des postes, mais pas de façon si fixe que ça. C'est-à-dire que mon directeur des opérations a son rôle de direction, il va superviser pour être sûr que tout roule. Mais s'il y a une bulle sur un projet, un produit qu'on veut développer, ben, il devient le leader de ce projet-là, avec ce produit-là, puis c'est lui qui est chargé de l'amener à terme. Fait que chez nous, on a, je te dirais, la base qui est assez établie, là, celle qui est à comptabilité, à fait chiffre. Elle ne deviendra pas designer du jour au lendemain. Mais ça reste que chacun peut avoir une idée puis démarrer un projet, puis on est en innovation. Donc,
Nous autres, on pense à quelque chose, on utilise des nouvelles matières, on fait beaucoup de recherche et développement. Il faut éprouver cette matière-là, il faut tester le produit, il faut le faire tester, il faut s'assurer que ça fonctionne. Puis après, on pense à une mise en marché. Fait que le processus est long, c'est cyclique, c'est en continu. La minute qu'il y a quelque chose qui est sur les tablettes, nous autres, on n'est plus là, on est en production de quelque chose d'autre, on est en renouvellement. Fait que ça, c'est très nouveau pour l'entreprise. On ne fonctionnait pas comme ça avant. Il y avait des calendriers, tout était assez seté dans des petites cases. Moi, je t'ai tout brassé ça. On fait ça, on va s'amuser, on va avoir du fun, mais je voulais que les gens aient de l'air. Je voulais qu'ils s'amusent. Puis pour ça, il fallait leur laisser la corde que ça prend, puis il fallait leur faire confiance. Ça fait que moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Ça a été ça, mon défi, je pense. Puis là, c'est maintenant qu'on a généré ça, les gens ont tellement de plaisir avec ça qu'on commence à avoir beaucoup de projets. Puis là, il ne faut pas en échapper. Fait que, tu sais, quand tu commences quelque chose de ce genre-là, ce qui risque d'arriver à un moment donné puis qui te guette, c'est t'en démarres trop, tu n'es plus capable de suivre. Fait que là, à chaque fois, il faut se repencher. OK, ça ne pourra pas être une priorité cette année, on va le mettre pour l'an prochain. Fait qu'il faut réévaluer les délais pour chacun des projets, voir comment est-ce que ça s'intègre dans la chaîne des opérations, puis s'assurer que ça roule rondement. Mais dans l'ensemble, là, c'est ça qui va nous guetter à un moment donné, là, d'avoir trop de projets. Fait qu'on essaie de recentrer ça un peu, puis de ramener C'est quand ça même un beau à quelque chose problème, qui là, est réaliste. rendu là, C'est je un veux beau dire, quand t'es problème. rendu Oui, à développer effectivement. plein de choses, c'est un beau problème. Oui, oui, puis c'est ça. Ça se fait pas tout seul. J'ai une équipe qui aime ça autant que moi. Ça fait que je suis gâtée, là. Je suis vraiment gâtée. Est-ce que tu peux me dire, avec la situation qu'on vit actuellement, là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu vois, autant dans ta vie personnelle que dans ton entreprise, qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas vivre la même vie qu'avant. Non, non, je te dirais que tout a changé. Dans les relations interpersonnelles, pour commencer, tu sais, nous autres, je te disais qu'on est une gang innovante, on aime travailler ensemble. La distance a été obligée de s'installer parce que j'ai 80% de mon staff qui est en télétravail, là. Ça fait que forcément, les bulles interactives puis les focus group, quand tu es à distance, c'est pas aussi facile que quand on est scindé, toute l'équipe ensemble autour d'une table. Fait que ça, déjà, ça a changé les choses. Puis, plus loin que ça a changé notre rapport avec les gens autour de nous. On est plus orienté sur notre famille, on est plus orienté sur le bien-être en général de notre petite cellule. Il faut que tout le monde conserve une bonne santé mentale. Fait que, tu sais, on essaie de prendre l'air, on essaie de prendre soin de soi, de bien se nourrir, de continuer à avoir une certaine régularité dans nos horaires pour pas que ça devienne trop décousu non plus. Ça fait que, puis chez nous, dans l'entreprise, le travail-famille a toujours été une priorité. Quand tu es en travail à distance, tout ça prend une toute autre dimension parce que, tu vois, j'ai un de mes employés qui vient d'avoir un bébé. Normalement, il serait parti en congé de paternité. Mais là, parce qu'on est à distance, il peut aider sa copine, de temps en temps nous donner 1 heure ou 2. Fait que ça change, là, tu sais, on s'ajuste, on s'adapte. Puis j'en ai qui ont des enfants à la maison, j'en ai une qui en a 4 à la maison. Ben elle, c'est sûr que ses horaires de travail doivent être modulés en fonction des besoins de sa famille. Fait que ça change ça aussi. Mais on s'adapte, on s'ajuste. Dans nos opérations, ce qui a changé, c'est tout prend plus de temps parce que tout le monde fonctionne un peu à effectif réduit. Donc, au niveau des manufactures, il faut prévoir plus longtemps d'avance notre confection. Donc, il faut que la conception soit faite plus longtemps d'avance. Les transports sont extrêmement complexes. Les gens qui font de l'importation puis de l'exportation comme nous, on est confrontés au transit avec les camions, avec les bateaux, avec les avions, les douanes. Il y a de la priorisation dans les transports pour tout ce qui est médical, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est alimentaire. Et comme nous, on est dans des produits de plein air puis des produits d'activité puis de hobby, on n'est pas considéré comme un service essentiel, loin de là, ce qui fait que souvent, on est relégué au dernier rang dans les priorités. Fait que dans les transports, c'est même pas nous qui gérons dans quel ordre le conteneur va partir du port. Fait que ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à gérer un petit peu. C'est sûr que les commerces souffrent des pandémies parce qu'ils ont moins d'achalandage, parce que la situation financière est plus difficile, nous touche aussi parce que c'est nos clients, c'est à eux qu'on vend les produits.
mais on a la chance d'avoir été dans un marché qui est extraordinairement en demande dans le moment, qui est le plein air. Les gens retournent jouer dehors. Fait que nos produits se sont vendus. On a passé de l'inventaire de façon extraordinaire cet été, puis cet automne. Là, c'est les manteaux d'hiver. C'est ça notre marché actuellement. Fait qu'on est à évaluer, est-ce que ça continue à bien sortir? Est-ce que les marchands vont recevoir la marchandise à temps? Est-ce que le consommateur va avoir faim? Est-ce qu'il va vouloir faire cette dépense-là? Donc, c'est sûr qu'on est toujours en attente de voir l'évolution du marché, de voir la santé financière de nos clients. On a eu une faillite ou deux, fait que c'est sûr que ça aussi, il faut surveiller les créances, il faut surveiller la santé financière de chacun des clients à qui on livre la marchandise. Fait qu'on prend plus de précautions, on prend un petit peu plus notre temps pour faire chaque chose, mais nous autres, je te dirais que la rentabilité a été au rendez-vous cette année. Je sais qu'il y a des entreprises qui n'ont pas eu cette chance-là. Nous, on fait partie des chanceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu assez bien, puis à faire bonifier notre entreprise, puis à nous permettre de démarrer d'autres projets. Fait on s'en tire quand même pas si mal, mais c'est sûr qu'au niveau des opérations, il n'y a plus rien de pareil. Puis il faut penser que le numérique prend une place de plus en plus grande dans la façon de consommer, autant chez les marchands que chez les clients. Ce qui fait que le virage numérique s'est accentué vraiment à vitesse grand V depuis un an. On avait vu ça venir. On s'était dit que les salons, nous autres, c'est beaucoup dans les foires commerciales qu'on vend nos produits. On se doutait que les foires commerciales allaient être complètement arrêtées, qu'il faudrait quand même pouvoir présenter nos produits en temps de pandémie où les représentants ne se promènent plus non plus parce que les marchands ne veulent pas les recevoir chez eux. Donc, on se disait comment on peut présenter nos produits, comment on peut rejoindre l'acheteur en lui permettant de voir le produit sans que le produit se promène. Fait que ça c'est devenu rapide. Là, on a fait des vidéos, on a préparé des boîtes avec des swatchs de tissu, avec des swatchs de bourre, avec les catalogues, avec des clés USB pour que les marchands puissent regarder en numérique tous les vidéos qu'on leur a fournies. Fait qu'on a travaillé sur des outils à partir de l'hiver dernier déjà pour cet hiver. Fait qu'on a développé des outils en étant en ayant une certaine prévisibilité, là, puis on a essayé de voir pour l'automne, puis pour l'hiver, puis pour l'été prochain, puis ça va être quoi la nouvelle réalité, puis comment les gens vont consommer, puis forcé d'admettre qu'ils consomment beaucoup en ligne. Fait qu'on a priorisé les marchands qui avaient des sites Internet qui fonctionnaient bien, puis on s'aperçoit que ça a été un super bon choix et une bonne décision parce que c'est avec eux qu'on fait beaucoup de chiffre d'affaires. Puis eux, leur business va super bien. Ça fait qu'on a moins de difficultés pour les paiements, Fait que, on a réussi à s'ajuster de cette façon-là, mais c'est sûr que l'horizon commercial a changé, puis l'avenir commercial a changé aussi. Puis, tu sais, je regardais les centres commerciaux la semaine dernière, on est allé faire des courses, puis il n'y a pas d'achalandage et les gens ne se déplacent plus dans les centres d'achat. Et là, la problématique qui va arriver, c'est que les gens en centre d'achat, quand tu vois que les magasins sont fermés, ben, ils disent ça ne sert à rien que j'aille là, je vais acheter en ligne. Puis ceux qui vendent en ligne, ils disent ben, écoute, ça va aussi bien que si j'allais au magasin, je vais continuer à vendre en ligne. Fait que ça peut changer complètement le paysage. Ça se pourrait que dans 5 ans, les centres commerciaux, ça n'ait plus la réalité que ça vivait il y a un an à peine. Donc, c'est ça, il faut essayer de prévoir puis s'ajuster, puis essayer de deviner dans 5 ans, ça va avoir l'air de quoi. Mais c'est une bonne chose d'avoir une longueur d'avance parce que c'est de cette manière-là qu'on peut innover puis que les entreprises innovent dans un temps qui est comme le nôtre présentement. Puis, le fait d'avoir développé votre boutique en ligne avec les années, d'avoir fait justement cette période d'envoi pour vos marchands, ben, ça fait que les gens se souviennent de votre nom, mais ils se souviennent aussi de votre produit puis votre service clientèle. Puis, je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir expansionner puis que toutes les entreprises, quand elles veulent bien innover, peuvent aller chercher ce côté humain-là parce que on se dit souvent que, tu sais, en ère de 100% numérique, ben, l'humain passe à côté. Mais en fait, quand on s'adapte et qu'on innove d'une bonne manière, ben, on peut continuer à développer nos relations humaines à travers le numérique. Ah oui, tout à fait. Puis tu vois, la réponse qu'on a est extraordinaire parce que les marchands qui reçoivent les boîtes avec les clés USB,
la réponse est tellement wow. Il nous dit, mais vous avez pensé à faire ça? Les compagnies ne font pas ça. J'ai personne qui fait ça dans mes fournisseurs. Là. Vous êtes les seuls qui nous avez fourni une affaire de même. C'est donc bien hot. Fait que, eux autres, ils ont l'effet wow. Fait que c'est sûr que pour eux autres, ça se dit, OK, ils sont adaptés. Ils ont vu d'avance. Ils ont pensé à nous autres. Ça crée un lien qu'on n'avait pas avant de façon aussi pointue, je dirais. Puis ça fait qu'ils pensent à nous en premier. Ça fait que ça c'est le fun. Puis, si, disons, je te parle de ton entreprise maintenant, mais comment tu la vois dans 5 ans? J'aimerais te dire en explosion. on a énormément de projets, puis on a faim. Ça fait qu'on n'a pas peur de l'ouvrage, puis on est motivé. On a d'autres marques qu'on est en train de développer qui vont toucher d'autres types de marchés. On est en train d'embaucher des représentants dans l'Ouest canadien pour les marques en chasse et pêche, puis pour les manteaux. Fait qu'on espère développer le marché canadien aussi. J'ai des visées sur la côte est américaine pour réaliser pour les manteaux d'hiver. Puis on a des visées pour le sud des États-Unis, un petit peu plus pour la chasse et la pêche. Fait qu'on est en train de planifier une expansion aussi aux États-Unis. Avec les nouvelles, avec les élections, les nouveaux résultats, je te dirais qu'on est un peu plus encouragés aussi. On espère que Biden va avoir un côté un peu moins protectionniste que Trump avait, bien que c'est sain d'être quand même protectionniste et de chercher à protéger son économie. Le Canada le fait aussi. On encourage avec le panier bleu les entreprises locales. Donc, c'est sûr que tout le monde a cette conscience-là. N'empêche qu'on n'a pas personne le monopole de tous les marchés. Donc, il faut s'ouvrir à l'exportation. Puis je pense qu'un candidat comme Biden va potentiellement l'avoir compris un peu mieux que ce que Trump pouvait avoir saisi du message. Puis je pense qu'on est un partenaire clé pour les États-Unis. On est voisins avec une frontière non protégée. On a tous les avantages commerciaux. Il y a des accords qui ont été négociés qui sont très avantageux pour plusieurs types de marchés, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, on a intérêt à continuer à travailler ensemble. Je pense que l'avenir est déjà plus prometteur que ce qu'il était il y a une semaine à peine. Pour conclure peut-être cette entrevue-là, j'aimerais ça que tu donnes un conseil aux femmes qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat ou en reprenariat. Je te dirais, faites confiance à votre instinct. Puis faites confiance à votre moteur interne. Quand on se lance en entreprise, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous. On a besoin de sortir ça. Puis quand ça se met à brasser, on a tendance, les femmes surtout, à se remettre en question et se dire, j'ai-tu pris la bonne décision? J'ai-tu fait la bonne affaire? On a un côté beaucoup plus analytique que les hommes. Les gars vont plus au feeling. J'aurais pas besoin de dire ça à un homme. Un homme d'affaires, lui, il vit avec son instinct. C'est ça qui le drive. Puis il va à ce qu'il pense, puis ça va bien aller. Les femmes, on est plus cartésienne, on a besoin d'analyser plus, on a besoin on risque un peu moins. Mais j'aurais envie de dire que quand déjà tu fais le saut pour devenir entrepreneur, tu as ce qu'il faut pour prendre les risques, fais-toi confiance. Puis soyez créative, puis soyez fonceuse, puis ayez pas peur de vous tourner vers les autres entrepreneurs. Le réseautage est important. Je suis sur un groupe de chefs d'entreprise. Ce groupement-là est extraordinaire pour moi parce que la moindre question, t'en appelles un autre, t'en appelles un autre, t'en appelles un autre. Il faut se tenir les uns les autres. Puis on est solidaires, je pense, beaucoup plus que la génération d'avant. Je regarde la génération de mon père, c'était plus le combat de coq, tu sais, ma business est mieux que la tienne, puis moi je fais ça mieux que toi, puis c'était très secret. Aujourd'hui, les gens se dévoilent. Quand tu parles à un entrepreneur puis tu fais un move qui marche, il va te le dire ce qui a marché, puis pourquoi ça a marché, puis il va t'aider à ce que la tienne fonctionne. Fait que ayez pas peur d'aller vers les autres, puis partagez votre expérience, puis allez chercher le partage des autres. On n'est jamais tout seul. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. Puis profiter des connaissances que les gens ont, puis des expertises des autres. On fait ça ensemble, en fait. Ben, merci. C'était un super beau conseil, Stéphanie. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Ça a été un plaisir de participer à votre discussion. Puis en espérant qu'il y en aura d'autres. Puis je souhaite un gros merde à tous les entrepreneurs en temps de pandémie.
Accrochez-vous, on va s'en sortir. Il va y avoir une fin à ça. Les Women at Nantes, c'est un réseau professionnel qui a été fondé en 2013 par 3 femmes et qui a pour mission de fédérer les femmes autour du numérique et ainsi favoriser l'entrepreneuriat dans le domaine du digital. Donc, on est aujourd'hui une 50aine d'adhérentes, des entrepreneuses, des intrapreneuses, des porteuses de projets, des salariés ou des freelances ou des personnes qui sont en formation, en études ou en reconversion. Et ce qui nous unit, c'est la volonté d'ouvrir nos réseaux, de partager et de s'entraider, et toujours dans une dynamique très positive et bienveillante. Ce qu'on propose, c'est tous les mois des formats d'échange et de rencontres, donc soit sous forme d'ateliers sur différentes thématiques, des déjeuners sous forme de speed dating qui permettent de se rencontrer les adhérentes et les nouvelles adhérentes, et et tous les 2 mois, des after-work qui permettent aussi de favoriser le networking. Et toi, Laetitia, qu'est-ce que t'apportent les Women at Nantes? De pouvoir rencontrer des femmes qui ont des préoccupations professionnelles qui sont similaires aux miennes, qui ont une curiosité du digital, comme moi, mais aussi en fait, des personnes avec des profils très diversifiés, et c'est ça qui est très enrichissant. Et puis, c'est surtout une association où voilà, les valeurs d'écoute, de bienveillance et on est sérieux sans se prendre au sérieux sont un vrai booster d'énergie. Et du coup, moi, ça m'aide à élargir mon horizon et puis aussi mes points de vue. Et toi, Axel? Effectivement, moi, je recherchais un réseau professionnel accessible, détendu et où la diversité, diversifiée et sans jugement de valeur. Donc, j'ai effectivement rejoint les Women at Nantes en 2018 et ça a été un coup de foudre dès ma première rencontre. Je les ai d'abord intégrées en auditrice libre pour voir un petit peu la température. Puis très rapidement, j'ai souhaité m'investir et devenir membre active. Donc, il y a 1 an, j'ai proposé mes services pour reprendre le pôle communication. Et avec Laetitia, on a créé une équipe de 7 personnes, toutes complémentaires. Et chacune s'investit à hauteur du temps disponible pour justement développer et recruter de nouvelles adhérentes.